Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette nouvelle rencontre de la Bibliothèque Gulbenkian, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Vous êtes vraiment courageux d'être venus avec ce temps. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Margarida Calafate Ribeiro du Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra pour une rencontre sur le corps des autres et le 25 avril 1974, la restitution de la mémoire et les générations d'après. Cette rencontre s'inscrit dans le cycle de séminaires et colloques international Le corps en ses mouvements, résistance, dissidence et protestation, écho de l'avril portugais, organisé par Graça dos Santos du Centre de recherche interdisciplinaire sur le monde lusophone, CRILUS, de l'Université Paris-Nanterre, qui va accompagner ce soir Margarida Calafate Ribeiro. Cette rencontre fait aussi partie d'un cycle de conférences dédiées au cinquantenaire de la Révolution du 25 avril 1974 que la Bibliothèque Gulbenkian a initié au mois de janvier avec la venue du professeur Fernando Rosas et des historiens et chercheurs Yves Léonard et Vítor Pereira au mois d'avril. Alors, une petite présentation, je sais que vous les connaissez très très bien. Margarida Calafate Ribeiro est chercheuse coordinatrice au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra, titulaire de la chaire Eduardo Lourenço de l'Institut Camões, Université de Bologne, avec Roberto Vecchi, et chercheuse invitée à la Faculté des langues modernes et médiévales de l'Université d'Oxford. Elle a obtenu en 2015 un Consolidator Grant du Conseil européen de la recherche avec le projet Mémoire, enfants des empires et les post-mémoires européennes. Ces recherches portent sur la mémoire et la post-mémoire du colonialisme et de l'empire, les identités, le post-colonialisme, les femmes et la guerre et les représentations littéraires et artistiques. Ses ouvrages les plus récentes, Descobrir Europa, Filhos de Impérios e Pós-Memórias Europeias, publié aux éditions Afrontamento, écrit avec Fátima de Cruz Rodrigues, traduit en français, paru aux presses universitaires de Nanterre en 2022, sous le titre Enfants d'empires coloniaux et pós-mémoire européenne. Sa dernière publication, Eduardo Lourenço, Uma Geopolítica do Pensamento, chez Afrontamento, écrit avec Roberto Vecchi. Graça dos Santos est vice-présidente culture, vie associative et rayonnement de l'Université Paris-Nanterre, où elle est professeure des universités et dirige l'unité de recherche d'études romanes, le CRILUS. Sa recherche est orientée vers l'histoire culturelle en Europe. Elle a travaillé en particulier sur la dictature salazariste et s'intéresse aux notions de corps physique, corps social, aux représentations scéniques du corps et du peuple. Elle co-dirige depuis 2001 avec Jean-Claude Dion le séminaire de recherche Histoire du spectacle vivant 19e-21e siècle. Parmi ses publications, le spectacle dénaturé, le théâtre portugais sous le règne de Salazar 1933-1968 aux éditions du CNRS. Et aussi Miguel Torga, le dialogue inassouvi, essai d'analyse de son œuvre dramatique publié aux éditions Peter Lang. Graça dos Santos est aussi metteuse en scène, comédienne et professeure d'art dramatique. Elle croise recherche et création et développe un travail axé sur les connexions entre théâtre et enseignement des langues. Elle est fondatrice de la compagnie Kaela, pour laquelle elle participe à toutes les créations depuis 1983 et dirige le festival Parfums de Lisbonne, dont la 17e édition a été cette année. Félicitations. Un grand merci à toutes les deux pour avoir accepté notre invitation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle rencontre. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je voulais commencer pour remercier la Fondation Carlos Gulbenkian pour cette honoreuse invitation et mes collègues de Paris-Nanterre, professeur Graça dos Santos, professeur José Manuel Esteves et professeur Gonçalo Cordeiro et le nouveau membre Christophe Araújo. Je voulais vous dire, et avec cette présentation de la professeure Graça dos Santos, vous comprenez très bien pourquoi elle
je vais parler du corps. C'est une provocation, un défi qu'elle m'a fait, parce qu'en fait, Nanterre, Paris-Nanterre et la Fondation Carlos Gulbenkian ici à Paris sont aujourd'hui, il y a déjà quelques années, des lieux de pensée, des lieux vraiment pour développer la pensée sur la contemporanéité, soit portugaise, soit de langue portugaise, soit européenne. Et je remercie mes collègues de Paris-Nanterre pour m'accueillir toujours d'une façon absolument formidable et qui me stimule beaucoup au niveau intellectuel, au niveau personnel et de l'amitié, qui est toujours une des valeurs les plus importantes qu'on a dans le travail. C'est l'amitié et l'amour pour ce qu'on essaye de penser ensemble. Donc, je m'excuse un peu de faire cette réflexion à partir de mon officine. C'est-à-dire, j'avais jamais regardé ces sujets de la décolonisation, de la guerre coloniale, du 25 avril à partir de l'image du corps. Ça, c'est une provocation que je regarde mon bureau et maintenant je mets la fenêtre corps sur cela pour essayer de penser avec vous dans cette fin d'après-midi un peu très parisien aussi au niveau du temps. Mais je voulais vous présenter, vous dire vraiment que c'est un travail très expérimental à ce moment-là. Ce n'est pas encore une conférence absolument accomplie comme on peut faire sur d'autres sujets. Et je voulais aussi remercier mon collègue Philippe Kamert d'être ici parce que tout cela a beaucoup à voir avec notre travail ensemble dans le projet Mémoire. Je suis très heureuse de te voir, Philippe. Merci beaucoup. Et je te remercie pour toutes les réflexions qu'on a fait ensemble pendant des années. Ma présentation est assez simple, je crois, mais d'une autre partie, je voulais la diviser en 3 parties, si vous me permettez. Soi-disant l'Ancien Régime et la guerre coloniale, le 25 avril et les autres du 25 avril, et les années 2000 et l'émergence des Afro-descendants dans les commémorations du 25 avril. Et alors, on commence avec un diapositive, un slide qui peut nous aider à commencer à réfléchir sur tout cela. Et on peut y voir les photographies des figures de l'Ancien Régime, très statiques, connues comme le Estado Novo et idéologiquement sous le nom de salazarisme, dont l'unique idéologue était le dictateur qui lui a donné son nom, António Oliveira Salazar, président du Conseil de 1932 jusqu'à 1968. Ensuite, le président de la République, l'amiral Américo Tomás, et Marcelo Caetano, le Premier ministre qui remplacera Salazar et sera déposé après 6 années par le coup militaire de 25 avril de 1974. 3 hommes vieux, 3 hommes âgés dans les années 60. En militaire, officier de marine, le président de la République, et ça c'est important parce que c'est la représentation de la nation, c'est toujours en militaire, et de civils avec une solide éducation religieuse et juridique. L'un originaire de l'intérieur rural catholique de Beira, diplômé en droit à l'université de Coimbra, Salazar, et l'autre, Marcelo Caetano, issu de la petite bourgeoisie de Lisbonne, profondément catholique, d'un père militaire et d'une mère domestique. Marcelo Caetano a même pensé à devenir prêtre, mais à la fin, il a décidé d'étudier droit à l'université de Lisbonne, où il était professeur, et dans sa jeunesse, il avait milité très activement dans les mouvements catholiques, conservateurs et antidémocratiques qui se manifestaient dans les années 30-40 au Portugal. Et c'est ce pouvoir, ces hommes-là,
qu'en 1961, face aux événements qui se déroulaient en Angola, où les Angolais réclamaient leur indépendance politique à l'instar de ce qui se passait sur tout le continent africain, a exigé aux jeunes Portugais de l'époque qu'ils donnent leur corps pour leur patrie. Une rhétorique déjà dénoncée comme fausse depuis la Première Guerre mondiale dans la poésie d'un poète anglais que j'aime bien, Robert Graves, dans le célèbre poème The Old Lie, le mensonge très ancien, The Old Lie, dulce e dolcero e pro patria mori. Ou seja, pardon, c'est le mélange de langues, on revient à notre langue maternelle. Mais the old lie, c'est vraiment une expression qui, aujourd'hui, dans les études sur les guerres et dans les études d'humanité sur les guerres, est vraiment une expression très connue comme le grand mensonge de mourir pour la patrie. En 1961, la phrase « para Angola, rapidamente e em força », au son de la musique militaire Angola é nossa, a déterminé 13 ans de guerre coloniale qui s'est étendue au territoire africain de la Guinée-Bissau et du Mozambique, causant des milliers de morts des deux côtés, des familles complètement brisées, l'exode migratoire et politique vers l'Europe et les États-Unis, et des jeunes corps comme là, et c'est cela que je voulais contraster avec les images très statiques du pouvoir, ces jeunes gens qui étaient dans le bush, dans la guerre, et qui voyaient ses compagnons mourir dans la guerre, être soi-disant coupés, amputés, etc., etc. C'est cette idée que le poète Jorge de Sena utilise dans le poème L'été au Portugal, qui est pour moi un des plus terribles et plus brutales images du Portugal en 1972, et qu'il décrit la société portugaise comme moribonde et une partie de sa jeunesse amputée. Il parle des corps amputés des jeunes qui sont venus de la guerre. Il est peut-être important de noter que le fascisme portugais, c'est-à-dire le salazarisme, était fondé sur une relation très étroite avec l'Église et l'armée, qui était toujours représentée à la plus haute fonction de la nation, c'est-à-dire le président de la République. Pour certains, c'est-à-dire pour les religieux, le corps est quelque chose de problématique et un conflit avec l'esprit, quelque chose qu'il ne faut pas montrer, quelque chose que, à la limite, on doit même avoir honte, quelque chose qu'il faut couvrir et refuser dans toutes ses expressions. Pour les autres, pour les militaires, le corps masculin est organisé dans une logique militaire en tant que le corps que défend le corps de la nation, le corps de la patrie. D'autre part, le corps féminin, il est toujours menacé, il doit être protégé et est destiné à reproduire les héros de la nation, que, de sa façon, avec son corps masculin, vont défendre le pays et les femmes et les enfants. En résumé, le corps n'est pas une matière propre, un objet individuel et matière de citoyenneté dans la relation avec l'État. Le corps était gouverné par des autres, et en particulier le corps féminin, comme l'ont montré les écrivaines telles que Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta et Maria Velho da Costa dans les Novas Cartas Portuguesas, mais aussi Sofia de Mello Breiner, Natália Correia, Maria Judite de Carvalho, Agostina Bessa Luís et tant d'écrivaines portugaises. Mais il y avait une bonne conscience dans l'État nouveau, dans cette relation surmentionnée entre le régime, l'Église et l'armée. Dans le cas portugais, la vie de l'Église
et l'idéologie du régime sont si naturellement présentées dans la vie des Portugais, dans la vie des gens, que tout se passe alors semblant que ne se passe rien. Dieu, patrie et famille est la synthèse de cette association et on n'a pas d'issue de cette association. C'est-à-dire, tout était absolument normal. Ça ne se passait rien, mais tout le monde savait que ça se passait à l'intérieur d'un silence épouvantable. Il s'agit quand même d'une relation très déséquilibrée, cette relation entre le régime, l'Église et les militaires. L'Église et l'armée sont beaucoup plus puissantes, cosmopolites même, et anciennes dans le Portugal européen et dans l'Empire. Et il y a donc deux points essentiels dans cette relation. Le régime associe sa politique sociale à l'Église et sa politique coloniale à la civilisation chrétienne. Donc, il y a ici une conjugaison entre le régime et l'Église. Elle effectue toute cette idée de civilisation chrétienne. L'armée est le principal exécutant de cette politique outre-mer. Cette promiscuité, si on peut le dire, parce que c'est quand même un terme compliqué pour l'Église et pour les militaires à cette époque-là, a des racines historiques très profondes et elle est présentée par le dictateur qui se définit lui-même comme un homme catholique, pauvre, fils de pauvre. C'est-à-dire, c'est toute la société portugaise, d'une certaine façon, à l'époque. Et elle est très efficace parce qu'elle décrit chaque Portugais et d'une autre partie, c'est une politique qui est exécutée de haut en bas, vers le bas, mais en fait, elle semble être exécutée de le bas pour le haut. Donc ça, c'est quelque chose de très ingénieux dans le fascisme portugais, c'est-à-dire de Salazar est un d'entre nous. Quand il se présente comme catholique, pauvre, fils de pauvre, c'est toute la nation portugaise d'une certaine façon. Donc, le politique et le militaire, notamment à cause de la guerre coloniale qui avait éclaté en 1961, ne vont pas résister à l'épreuve du temps. D'une certaine manière, l'image initiale de ces dictateurs très silencieux, avec lesquels on n'imagine pas parler, on regarde ces personnes et c'est impossible de penser qu'on peut avoir une conversation, un dialogue avec ces gens-là. Elle semble plus ou moins fichée des années 30 jusqu'à les années 70. C'est cette image avec la guerre qui va faire la clôture de ce que j'ai l'habitude de souligner comme le premier XXe siècle portugais, c'est-à-dire cette première partie du XXe siècle portugais qui est dominée par la dictature et finit par la guerre coloniale. C'est quand même beaucoup de temps, 48 ans. C'est trop. Ça, ce sont des générations et des générations. Mais l'important dans cette affaire, c'est toujours le silence, la question du silence. Et ça est très connecté avec le corps. La manifestation non physique, mais aussi la manifestation pas de voix. Les personnes n'avaient pas de voix. Le silence propre du régime, c'est un silence que même l'opposition portugaise, toujours dans une position très délicate, elle va faire des prononciations autorisées, quelquefois pas autorisées, etc. Mais ce qui éclate avec la guerre coloniale, c'est vraiment un silence beaucoup plus tragique. C'est le silence national, charnel de la patrie colonisatrice dont le corps s'est éparpillé par plusieurs continents et qui est aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, c'était en danger. Donc cette idée de corps de nation, de corps de la patrie éparpillé par des continents qui va être amputé d'une certaine façon par la guerre coloniale, par la fin de la guerre coloniale,
au même temps que la guerre coloniale va imputer les corps jeunes des personnes, des Portugais, et pas seulement les corps, l'esprit des personnes, bien sûr. Parce qu'il faut quand même dire, et on est toujours en guerre, et maintenant avec des conflits terribles, qu'une guerre compromet toujours au moins 3 générations. Les parents qui envient ses enfants à la guerre, la génération de la guerre et les enfants des hommes et des femmes qui sont connectés avec la guerre. Donc, c'est pratiquement un siècle, en fait. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc, ce silence complice sur la question coloniale est très compliqué d'expliquer parce que c'est le point d'union entre l'opposition portugaise, l'Église, le régime, Salazar, enfin un peu tout le monde. La question coloniale est la question plus silencieuse du silence salazariste. Et c'est exactement par l'expérience physique de la guerre, et c'est important que c'est une expérience physique qui est ici en cause, ce silence commence à devenir un murmure. Et ensuite, ça commence à devenir un bruit, surtout dans les universités portugaises, dans certains espaces publics, et aussi un bruit dans les foyers portugais. C'est-à-dire, par exemple, toute la question de l'immigration, qui d'habitude on prend comme une question économique. Bien sûr qu'elle est économique, mais il y a aussi tout un mouvement de corps qui sort du pays, sans conscience politique, beaucoup de fois, mais parce qu'ils ne veulent pas aller dans une guerre où on peut mourir, tout simplement ça. Donc, il y a toute une question de l'immigration portugaise à repenser en ce qui concerne les motivations économiques, mais aussi les motivations, pas idéologiques, parce que les personnes n'étaient pas politisées pour cela, mais en fait, par exemple, je donne toujours cet exemple qui m'impressionne beaucoup. La famille de João de Melo, un écrivain portugais qui a fait Autópsia do Mar em Ruínas. Il est le premier de la famille qui est allé à la guerre. D'accord ? Les autres sont tous partis aux États-Unis. Et ce sont des parents très, très peu éduqués au niveau formal. Ils ont simplement vu comment son enfant, son premier enfant, a retourné de la guerre. Et ils ont décidé, non, c'est fini. Il faut que les autres partent. Et maintenant, João de Melo est l'unique qui est portugais, complètement portugais. Les autres sont luso-américains, luso-canadiens. Mais ça vous donne un peu l'image de cette patrie éparpillée en tant qu'empire, mais cette partie que l'empire va éparpiller en tant que corps portugais qui vont se distribuer par des nouvelles géographies. Et donc, c'est cette idée, cette silence sur la question coloniale, qui est partout, mais personne n'en parle, que justifie un peu l'oubli innocent, entre guillemets, bien sûr, qui explique le succès du lusotropicalisme de Gilberto Freire, une théorie qui va fournir à un régime moribond une explication de la différence que représentait le Portugal dans le monde dit colonial et qui passe précisément par la légitimation du métissage des corps. C'est-à-dire un régime qui a complètement rejeté cette théorie aux années 30, qui est au moment des théories racialistes. Il va prendre ces théories dans l'époque de la guerre coloniale, précisément parce que c'était la justification, et elle venait d'un Brésilien, c'est-à-dire d'un ancien colonisé. C'est une légitimation très, très, très souhaitable pour Salazar, qui va légitimer les métissages des corps en ignorant toujours les relations de pouvoir qui constituent ce métissage. C'est un métissage absolument violent, comme on le sait très bien. C'était, comme le définit l'anthropologue français Christian Geffray, le lusotropicalisme, c'est l'amour dans la servitude. Je trouve ça une définition très belle, mais très tragique
aussi. Et même aujourd'hui, dans le monde postcolonial où nous sommes, l'héritage la plus visible du monde colonial et de cette théorie, c'est exactement le racisme. On insiste encore sur un imaginaire lusotropical et sur une différence colonialiste des Portugais que vient de cette idée mythique de mestissage. Et en effet, c'est assez complexe. Les mythes ont une vérité, toujours pour se soutenir d'une certaine façon. Parce que le racisme portugais, surtout le racisme qui est cultivé par le salazarisme, est un racisme collectif, est un racisme de principe. Je peux même dire que c'est un racisme de civilisation plus qu'un racisme de peau. C'est-à-dire c'est un racisme historique plutôt qu'un racisme de volonté. C'est un racisme essentiel dans l'étymologie du mot essentiel, c'est-à-dire c'est à l'essence de l'idée du Portugal en tant que patrie coloniale. Un exemple assez grotesque, mais réel, de ce que je viens d'essayer de dire avec cette définition de racisme que je cherche un peu à expliquer comme racisme civilisationnel, un exemple très grotesque, on peut le trouver dans une expression de Salazar lorsque, au cours des enjeux diplomatiques auxquels il participait en raison de la question coloniale portugaise, il a reçu à Lisbonne la visite de Sékou Touré, que, comme vous savez, c'est un Africain, un politique africain, collaborateur des régimes conservateurs blancs de l'Afrique. Et à la fin de l'entretien, Salazar a déclaré à son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Franco Nogueira, à propos de cet homme noir, il a dit « Écoutez, j'ai aimé l'homme, je le promus à blanc. En portugais, gostei do homem, promovi-o a branco. » Eduardo Lourenço nous avait prévenu bien avant le 25 avril que ce sera très compliqué d'expliquer et de passer cela. Et il le dit, ne nous faisons pas d'illusions, se réveiller de notre cauchemar antérieur de colonisateur ne sera pas facile. Nous ne pouvons pas l'attendre de l'ancienne génération, si facilement attachée aux souvenirs des leçons des livres scolaires colonialistes et de l'épopée africaine. C'est un texte d'un texte important d'Eduardo Lourenço, Silence portugais ou l'opposition respectueuse. Cette déclaration d'Eduardo Lourenço marque la nette différence générationnelle que le 25 avril de 1974 met en valeur. Le 25 avril a créé un avant et un après. Et d'une certaine manière, la vie de la génération de nos parents a été orientée ainsi pendant longtemps. Il disait, c'était avant le 25 avril, c'était après le 25 avril. Il suffit de regarder les images et ces images de la Révolution pour voir la grande fracture dans l'image de la représentation des corps et avec eux des Portugais. Ce sont des images complètement différentes. Ce sont les hommes qui ont fait le 25 avril. Ce sont des jeunes. En fait, ce sont les jeunes... C'est bien, oui. Ce sont les jeunes qui luttaient en Afrique dans une vieille guerre, qui mettaient en marche une vieille guerre pour une ordre mondiale ancienne, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et que modifie pas seulement le pays, mais toute une image. Toute une image est produite avec la Révolution. Et en fait, c'est tout ce monde portugais fermé sur la dictature, sur la guerre, etc., qui est mis en cause par ces jeunes gens dans leur rêve de liberté, leur désir d'une vie meilleure, l'expression de leur sexualité et la compréhension politique du monde contemporain. Donc, ces jeunes, ce sont les jeunes qui ont fait le 25 avril,
fatigués de la guerre, fatigués d'être éloignés des familles, fatigués de voir des jeunes corps mourir sans raison, de voir des corps noirs et métis se battre soit à l'armée coloniale, soit dans l'autre côté, c'est-à-dire du côté ennemi, entre guillemets. Des corps noirs qui luttaient pour l'indépendance de leur propre pays et qui, par leur lutte, leur sang et leur conviction, ont aidé les Portugais à prendre conscience politique de la situation dans laquelle ils se trouvaient et ont aidé les Portugais vraiment à faire le 25 avril le coup d'État des capitaines comme le représente en dessin que je vais vous présenter. Mais je voulais simplement que vous voyiez ces photos qui sont vraiment un autre Portugal, d'une certaine façon, surtout quand on parle de corps. Et j'ai essayé de choisir des images qui ont des personnes noires et des personnes métissées dans ces manifestations. Et vous voyez, c'est vraiment toute une autre expression si on compare avec le premier slide avec lequel j'ai commencé cette conférence. Et même cette innocence du 25 avril qui est très chouette, mais en fait, s'ils sont dans une question militaire, être avec des enfants à côté, ce n'est pas exactement très prudent. Mais enfin, c'est une image de la Révolution et de cette idée que le 25 avril a été pacifique. Je rejette ça. Le 25 avril a tout le sang d'Afrique dans son sang. Donc, c'est une révolution assez douloureuse au niveau des personnes. Et je termine cette partie avec ce dessin de José Luandino Vieira, un écrivain, vous le connaissez tous comme écrivain, bien sûr, et qui était prisonnier politique angolais, détenu au Tarrafal, à Cap-Vert, pendant 8 ans. Et c'est un dessin que je trouve très intéressant parce qu'en même temps qu'il est un hommage au 25 avril, il est aussi une dénonce de l'autre côté du 25 avril. Et de cette façon, il nous dit une chose très simple. Le 25 avril est né en Afrique. Et c'est curieux, le titre, parce que c'est une résonance de toute l'histoire des corps noirs dans l'histoire portugaise. Ex-escravo. Et on passe à l'autre partie. Et j'aimerais commencer cette section par 3 épigraphes, 2 de militaires impliqués dans la révolution du 25 avril et dans la décolonisation, et qui nous parlent de l'histoire entremêlée entre la fin de la dictature, la fin de la guerre coloniale, la fin de l'empire, la décolonisation et l'indépendance des pays africains. Un de Pedro Pezerra Correia, major général Pedro Pezerra Correia, que vous voyez ici, et l'autre de major général Melo Antunes, un homme aussi très impliqué dans la question de la décolonisation. Et à mon avis, ces 2 déclarations condensent cette fin et ce commencement d'une façon assez critique, mais assez lucide aussi. Et d'une certaine façon, pour moi, ces 2 épigraphes sont une réponse du côté portugais au dessin de José Luandino Vieira que je viens de vous montrer. Il y a ici un dialogue qui commence, je crois, et c'est dans la génération qui a fait le 25 avril. Et je voulais aussi vous montrer, commencer cette partie avec cette déclaration du lieutenant António Gonçalves Ribeiro, qui était le responsable de l'évacuation en Angola en 1975 et du mouvement qui a été connu comme Retorno, c'est-à-dire le retour, les répatriés, en français, les répatriés au Portugal. Et vous pouvez le lire. Ce que je voulais vous souligner dans cette déclaration, que c'est une déclaration au moment où il était en Angola, dans le bureau, et un journaliste va l'interviewer, donc c'est quelque chose du moment.
Et je voulais simplement vous souligner cette question de l'individuel, comme un militaire est sensible à cette question individuelle et comme dans cette petite déclaration, il va annoncer un traumatisme qui vient, un traumatisme qui est présent dans ce genre de... Pardon. Un traumatisme qui est présent dans ce genre d'image. D'accord ? Bon, je ne vais pas le lire parce que vous l'avez déjà lu, je crois. Mais cette partie qui m'a vraiment sensibilisée vraiment dans cet homme qui, quand il dit « quand on sort du bureau, c'est une autre chose ». Luanda, c'est une autre situation. Les personnes sont là et les personnes sont perdues. Les personnes sont en danger. Les personnes sont complètement perdues et d'autre part, physiquement constreintes par le moment. Après le 25 avril de 1974, le problème des territoires de l'outre-mer a été défini par deux éléments politiquement fondamentaux. Un, la fin de la guerre coloniale et deux, l'établissement des accords vu les indépendances. C'est la loi de juillet de 1974. Et qu'est-ce qui se passe dans les rues de Lisbonne? Dans les rues de Lisbonne et un peu dans tout le pays, les slogans étaient très clairs. Le premier était une déclaration biopolitique. Pas un soldat de plus pour les colonies, c'est-à-dire nem mais soldado para Angola. En portugais, c'était comme ça, c'est-à-dire pas de corps portugais pour la guerre. En négation absolue de l'exigence de l'État nouveau, que c'était de donner le corps pour la partie. Celui qui accompagne généralement cette déclaration dans ces manifestations était une déclaration géopolitique, indépendance immédiate des colonies. C'est-à-dire dans une alliance très charmante et un peu puérile, comme toutes les révolutions, entre le peuple et le mouvement des forces armées. Et en Afrique, ça c'est à Lisbonne, et en Afrique, qu'est-ce qui se passait en Afrique? C'est toute une autre configuration des corps des Portugais que vous pouvez maintenant voir. Si on voit ici les militaires et le peuple, et ici ce qu'on a appelé les répatriés. L'effondrement du pouvoir colonial, l'incapacité des militaires portugais à intervenir et les mouvements militaires des mouvements de libération ont laissé cette population blanche sans espace ni sécurité. Et de nombreux épisodes, manifestations, combats ont amené à ces populations la crainte pour son avenir. À cela, on peut ajouter toutes les pressions internationales, nommément des pays déjà indépendants en Afrique, nommément aussi des organisations comme les Nations Unies ou l'Organisation de l'Union africaine, qui exerçaient une pression très forte pour l'indépendance, pour la décolonisation. Et en fait, la question était assez politique et ces populations civiles blanches et en dehors de ces négociations. Et j'insiste, la population noire et métisse qui était engagée avec le pouvoir colonial était complètement à l'écart. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, à l'époque de la guerre coloniale, à la fin de la guerre coloniale, dans l'armée coloniale, comme ici en France dans la guerre d'Algérie, il y avait un contingent d'hommes noirs et métis de 500% dans l'armée coloniale. C'est-à-dire, c'est beaucoup. Et ces personnes, ils ont été complètement abandonnés à cette époque-là. Ils étaient dans le côté portugais et ils n'ont pas, soi-disant, entré dans ce mouvement du retourno. Je vous donne une déclaration d'un militaire. Aujourd'hui, il est un historien, il est mon collègue au Centre d'études sociales, mais en fait, il était militaire à l'époque à Luanda. Et il dit qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. J'ai vécu de très près le début de la guerre civile angolaise. En 1975,
Je faisais partie des forces militaires mixtes chargées d'essayer de maintenir l'ordre à Luanda et la guerre ouverte dans la capitale a commencé bien avant la proclamation de l'indépendance. Les affrontements ont causé un nombre indéterminé de morts, de blessés et de destructions. Dans le même temps, la population civile arrivant à Luanda depuis l'intérieur de Angola fouillait depuis des semaines pour embarquer par bateau ou par avion, et les Luandais blancs quittaient leur maison pour se rendre à l'aéroport. La situation était extrêmement grave. Le journaliste polonais que peut-être vous connaissez, Kapuscinski, dans son livre One More Day in My Life, qui a été récemment adapté en film d'animation en 2018, décrit également cet exode des Portugais d'Angola avec beaucoup de détails. Et c'est vraiment impressionnant. Et regardons ces images que j'ai choisies parce qu'elles nous montrent des corps comme des valises. Tout le monde est dans un très petit espace pour essayer de fuir les colonnes, parce qu'il faut aussi penser les personnes qui venaient de l'intérieur d'Angola avec une semaine ou 2 semaines à des voyages comme ça pour arriver à l'aéroport de Luanda. C'est-à-dire, ce sont des corps en quête d'espace, ce sont des corps qui vraiment ont besoin d'espace pour survivre. Ce sont des images qui, d'une certaine façon, on voit, par exemple, si on pense à la fuite des Américains au Vietnam, les récentes images à Afghanistan et tout ça, par exemple, on voit une similitude dans cette densité de corps en fuite qui est terrible, parce qu'il y a il y a déjà des années que ça s'est passé et on n'apprend rien avec l'histoire, en fait. Mais de toute façon, je voulais vous montrer cette différence d'image entre Lisbonne, les corps libres, et ces personnes qui sont tous, soi-disant, essayant de venir dans le prochain avion. Mais c'est peut-être dans la littérature qu'on peut trouver vraiment la description la plus fidèle du drame individuel de chaque personne et de chaque famille. Dans les romans de Dulce Maria Cardoso, par exemple, dans le Retorno est devenu vraiment le document d'une génération, de la génération qui est venue avec ses parents, peut-être quelquefois avec la mère, le père est resté en Angola, etc. País fantasma de Vasco Luís Curado, qui raconte le voyage de fuite de l'intérieur de Angola jusqu'à Luanda, et en concernant Moçambique, Carnet de mémoire coloniale de Isabella Figueiredo. Une caractéristique unit ces romans, le sentiment d'insécurité et le sentiment d'abandon, et d'autre part, un avenir en fuite et un avenir incertain. C'est ainsi que s'est produit le plus grand exode africain de l'ère de la décolonisation, en termes de nombre de personnes, de nombre de territoires d'origine, de nombre de vols, de transports maritimes effectués et de l'impact sur le territoire de destination, c'est-à-dire sur le Portugal. De plus, ces personnes sont arrivées dans des situations précaires dans un pays pauvre, en plein processus révolutionnaire, et que voulait oublier l'Afrique et finalement vivre en liberté. Ce sont déjà des images d'arrivée. Le terme « retornado », répatrié, décrit ce voyage marqué par l'expérience douloureuse de la perte et de l'urgence. Il n'y avait pas eu de retornados en Afrique. C'est une désignation acquise dans le mouvement que le mot lui-même décrit, le retour à la métropole des personnes, mais aussi le retour du pays, Portugal, à ses frontières européennes. Donc, une fois de plus, le corps de la nation, le corps des personnes qui viennent. Non? Cette imputation du corps de la patrie dans la rhétorique de l'État nouveau est vécue par chaque famille qui revient rarement ensemble. Ça, c'est une autre chose très importante et très traumatisante pour ces personnes. Parce que d'habitude, ce sont les enfants et la mère qui viennent et le père est resté. Enfin, c'est une fragmentation familiale absolument incroyable. Et ils sont arrivés d'une façon, avec un sentiment d'abandon, une disclassification sociale grande,
victimes de violences et une grande surprise avec la métropole, avec les personnes de la métropole, avec sa pauvreté et les barrières qu'ils ont affrontées. Après cette arrivée, le terme répatrié est devenu un terme soi-disant administratif et juridique. C'était une façon soi-disant, d'administrer les programmes d'intégration, de logement, de santé et d'éducation. Et il y a une grande diversité d'origines, parce que les personnes, c'est pas comme ici en France, que c'est 1 million de personnes, je sais, mais c'est de l'Algérie pour la France, soi-disant démocratique. Ici, c'est d'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, enfin, toute une variété de territoires d'origine pour un pays petit, un demi-million de personnes, dans un temps absolument incroyable, 10 mois. C'est pas même un an, c'est 10 mois. Donc, il y a quelques jours à l'aéroport de Lisbonne sont arrivées 4 000 personnes par jour. 4 000 personnes, il faut nourrir les personnes, loger les personnes, etc. etc. C'est quelque chose de vraiment violent, d'intense. Et ces personnes se sont plus ou moins distribuées un peu pour le pays. Et j'ai aussi choisi ces photos qui sont des photos des familles métisses que ne viennent pas ensemble. Ça, c'est tous les bagages, tous les valises, enfin, tous les contenteurs et tout ça. Et cette photo qui m'impressionne beaucoup parce que c'est vraiment de quelqu'un qui est complètement perdu, qui voit quelque chose qui n'est pas du tout familial. Enfin, on continue. De cette comptabilisation assez grande, il faut aussi penser aux personnes qui sont allées au Brésil, à l'Afrique du Sud, en Australie, à l'époque, aujourd'hui Zimbabwe, mais à l'époque la Rhodésie du Sud, enfin aux États-Unis, etc., etc. Tout le corps de la nation se distribuait. Mais il faut aussi penser à la population noire et métisse qui est arrivée et qui est également laissée de côté et qui n'est pas précisée. On parle des assimilés, des petits employés, des fermiers de l'intérieur, des troupes, des hommes qui étaient à la troupe coloniale, à l'armée coloniale, et qui sont soi-disant des réfugiés, dans ce sens qu'on un peu, soi-disant, politique des Nations Unies, c'est-à-dire ils ont sorti d'un territoire, ils sont dans un territoire étranger. Donc, c'est très compliqué de nommer ces personnes, ces Noirs qui sont venus. Ils sont partis du retour, mais en fait, ils ne sont pas, même qu'ils soient connectés avec une famille en militaire, parce que les militaires, avec l'éthique militaire, on pensait beaucoup à ces personnes qu'ils laissaient dans le terrain et qu'ils savaient que ça n'allait très bien se passer, bien sûr. Mais il y avait aussi des personnes qui avaient des connexions avec les Africains qui étaient à Lisbonne, soi-disant. Et une partie très grande de ce retour c'est plus ou moins installé, soi-disant, dans les hôtels, dans les camps de vacances, dans toutes sortes d'installations qui ont été réquisitées, je ne sais pas si on dit en français, réquisitionnées par l'État portugais. Mais le grand confront avec la société portugaise, c'était dans les services. C'était dans les services, c'était à l'école, par exemple, parce que les personnes étaient différentes, les habitudes étaient différentes, même la façon de parler le portugais était différente. Mais comme vous pouvez voir ici dans ces cartes, dans le travail de Fátima Loureiro et de Sandra Melo, vous avez là le territoire d'origine des personnes qui sont allées dans les colonies. C'est-à-dire, c'est un peu tout le pays, mais c'est vraiment aussi une manche géographique qui représente un peu aussi la géographie de l'immigration portugaise. Donc, ce ne sont pas exactement quelquefois des projets de colonisation, mais plutôt des projets d'immigration.
Et ensuite, dans l'autre carte, vous pouvez voir où les personnes sont retournées. Il y a beaucoup de personnes qui sont retournées dans sa place d'origine, mais il y a bien sûr une grande concentration dans les parties urbaines de Lisbonne et de Porto un peu, mais surtout Lisbonne et Setúbal dans ce cas-là, dans le sud. Mais où est la population noire et métisse? C'est ma question dans cela. Ils étaient généralement situés à la périphérie des grands centres urbains, servant ensuite de support à des nouveaux cycles d'immigration africaine, fuyant des guerres et de la manque de développement. C'est un network, comment dire en français, un réseau. C'est un réseau incroyable qui s'est développé par ces personnes qui étaient déjà au Portugal, noirs qui étaient déjà au Portugal, qui ont reçu quelquefois des familiers et des amis, et ensuite ces personnes qui continuent à recevoir, par exemple pour l'expo, pour la construction de l'expo 1998, il y a des contingents d'Africains qui viennent à cette époque-là et qui sont protégés un peu pour ces personnes. Mais cette population noire était aussi largement répartie par tous les pays. Ça, c'est nouveau parce qu'il n'y a pas d'études sur cela, mais et il se désignait comme os pretos de, les noirs de. Et ça, c'est un roman, l'unique roman qui fait de Aida Gomes, Os Pretos de Pousa Flores. Pousa Flores, c'est un territoire dans la Beira intérieure, c'est vraiment un tout petit village. Et ce roman parle de cette génération, de ces métis et de ces noirs qui sont venus et qui ne sont pas allés dans la région de Lisbonne ou dans la région plus urbaine et qui sont dans les petits villages et quelquefois très connectés avec des militaires. Par exemple, c'est incroyable de dire ça, mais c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les pretos de Mangualde. C'est-à-dire, pourquoi Mangualde? Parce qu'à Mangualde vivait un général qui était Galvão Teles et qui a retourné avec quelques militaires et quelques familles, les familles de ces personnes. Et c'est incroyable parce que c'est une expression normale. Une fois de plus, c'est un peu l'héritage de l'État nouveau, cette normalisation d'une chose complètement anormale. Et qu'est-ce qui se passe dans ce roman? C'est l'histoire de Silvério, c'est le colon, qui se retrouve à venir avec des fils métis pour son village d'origine, Pousa Flores. Et alors, il est arrivé avec ses enfants dans un Portugal pauvre, un Portugal rural, catholique et brutal, avec une tante qui est incroyable, que regardait les enfants d'une façon absolument comme des animaux, comme des choses complètement étranges, là. Et en fait, le 25 avril a mis du temps à arriver à ces endroits, a mis beaucoup de temps. Ce que Silvério, en fait, a rencontré, c'est le Portugal de Salazar. C'est-à-dire le Portugal rural, pauvre, catholique, etc., etc. Et qui va avoir une grande différence. L'hiérarchie de la pauvreté, ici, va avoir un nouveau facteur, c'est le facteur racial, ethno-racial. Donc, tout le monde est pauvre, mais il y a des métis et des noirs, il y a des blancs. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le monde colonial, par exemple, que Luandino Vieira va décrire dans son ouvrage. En fait, la relation de ces personnes et Aida Gomes est très violente dans cette déclaration qu'elle a faite à propos d'un récit officiel que ne compte pas les répatriés noirs et métis. Et elle explique que cette question, c'est une question de couleur de peau, bien sûr, mais c'est aussi une question de lieu de naissance.
C'est-à-dire, c'était difficile pour ces personnes d'obtenir la nationalité portugaise. Parce qu'après le 25 avril, la loi de la nationalité est très, très claire. Les personnes doivent être nées dans le territoire métropolitain, c'est-à-dire Portugal et les îles Atlantiques. Et la question est, quand ces personnes sont nées à Angola, Mozambique, etc., c'était le Portugal. La loi constitutionnelle décrivait le Portugal comme tous ces territoires. Donc, quel est ce rapport de relation avec l'État que ces personnes ont perdu dans cela? Parce qu'en fait, il fallait soit être né au territoire national, soit avoir une origine de 3 générations. De 3 générations, c'est quand même quelque chose. Et cette loi est de 1976. C'est dans la Constitution. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est aussi le 25 avril. Et nous savons qu'à cette époque, il y avait des Noirs qui sont venus, il y avait des Métis, et il y avait des Indiens, par exemple, des musulmans, etc. etc. Donc, Aida Gomes est très, très claire en ce qui concerne cette question de la relation de l'État, parce que, en fait, ces mots noirs, blancs, civilisés, non civilisés sont une fois de plus présents dans le territoire portugais en ce qui concerne ces personnes qui sont venues des colonies. Et je vous parle aussi de l'œuvre de Carlos Bunga, et je vais en finir avec ça, avec cette nouvelle génération qui est née après le 25 avril. Carlos Bunga est un artiste portugais noir dont la mère s'est réfugiée au Portugal avec ses frères aînés. Il est né au Portugal en 1976. Il a visité Angola pour la première fois à l'âge de 48 ans. Il est portugais. De son enfance, il se souvient de la force de sa mère et des maisons dans lesquelles il a vécu. Ce ne sont pas des hôtels, ce ne sont pas des pensions. C'est le fort de Peniche, une ancienne prison politique transformée en centre d'accueil. C'est une première maison préfabriquée, fruit d'un programme de logement social pour les familles pauvres situé à São Bartolomeu dos Galegos, à Lourinhã. Il se souvient aussi d'avoir passé 5 années avec les prêtres dans un centre d'accueil chrétien pour les familles en risque à Cova da Piedade, Almada. Ce ne sont pas exactement des places très, très connues et très centrales. Et sa déclaration est absolument brutale et incroyable. Ma maison n'a ni porte, ni fenêtre, ni escalier, ni patio, ni toit, ni pièce, ni table, ni armoire, ni chaise, ni tableau. Ma maison, ce sont les gens que j'aime. C'est sa maison. Ariana Furtado, elle est fille d'une mère capverdienne et d'un ancien combattant noir à l'armée coloniale. Et elle nous parle également de sa relation fantasmatique avec le pays d'origine de ses parents, Cap-Vert, mais aussi de sa relation non moins fantasmatique avec son pays, le Portugal, en tant que citoyenne portugaise noire dans sa relation avec l'État et cette majorité blanche. Et comme vous pouvez voir, elle le dit très clairement. C'est difficile à un noir de dire qu'on est portugais. 50 ans après le 25 avril, on trouve ce genre de déclaration. Et ça, c'est terrible. Je trouve ça terrible au niveau de notre vécu démocratique. Et elle nous dit une autre chose très importante pour l'Europe. C'est vraiment ça, cette question, nous et les autres, qui est toujours là. Et elle le dit, cet héritage du passé colonial demeure, et je suis ce passé. Je suis née à cause de ce passé. Je suis l'enfant de ce passé, je le sais, mais j'ai l'impression de ne pas en faire partie. Et voyons maintenant comment certains artistes contemporains transforment ce qui était resté comme une différence ethno-raciale qui, d'une certaine façon, marque le 25 avril et ce retour, avec ses profonds échos coloniaux,
en lieu de... il le transforme, c'est-à-dire il transforme cette ségrégation en place de restitution et de revendication d'un corps et d'un protagonisme dans cette histoire. Et je voulais vous présenter tout de suite un tout petit peu du film de Filipe César, Conakry. Je peux le faire? Je peux le faire? Oui. Bon, c'est quand même quelque chose... enfin, il y a toute une histoire que j'avais écrite à propos de ça, mais ce que je voulais vraiment que vous regardiez, c'est cette connexion entre son corps africain et les images qu'elle voit. C'est un film qui est produit à partir des films d'un cinéaste de la Guinée-Bissau, Sanan Hada, et les archives sont en très mauvais état, ils n'ont plus de son. Et alors, Filipe César a fait un montage avec Grada Quilomba sur cela. C'est un film plus long, bien sûr. Je vous montre simplement un tout petit peu pour que vous puissiez voir comment les afrodescendants portugais revendiquent un lieu dans cette histoire. Oups. Alors. That is Grada Quilomba, the Portuguese writer. She will share her videos of particular footage from this archive. Conakry, September 1972, the Week of Information. One of Cabral's less-known laboratories. Decolonization, what a beautiful word, written in images, picture by picture, a visual language portrayed in each one of these films. Here cinema becomes a colonial act. In 1956, Amilcar Cabral founded the African Party of Guinea-Bissau and Cape Verde. For 11 years, he led the armed resistance to Portuguese colonialism. This West African struggle ended in 1974 with the fall of the Portuguese dictatorship. I am speaking because the sounds belonging to these images have not arrived yet. Maybe they never will. What I speak and have to say may never be what these reels want to tell. But I tell you, and I reassure you, that the name Amilcar Cabral was never revealed to me in my history books, nor mentioned in my classroom in Lisbon, where other black children and I sat in the back. My memories are not sweet, though they could have been. They could have been memories of pride, if these images have been shown to me at where they fall. They do not come late. They come on time. That is Amilcar Cabral. Here he performs the role of host and curator, his guests, offering them tours of his event. These are historical moments. Which history? The struggle for African independence, the political strength of tradition and modernity, militant filmmaking in Africa? Any of those. José Bulama Kobumba, Josefina Crato, Flora Gomes, and Sana Nehada, the 4 young filmmakers who have just returned from Cuba, captured the colonial act. They captured the blink of strength, looks of competence and sovereignty mixed with joy and fulfillment. They are the images that I would have liked to have seen as a child. Cabral's hand gently points to a new identity. This continent given a new body, this history given a new language, these people given a new shelter, his language recovered, numbers, statistics, documents, maps, pictures, books,
a whole room full of empirical evidence against those intrusive memories of subordination. The eroding film, eroding time, eroding space. These images are so far away, but also so near. Are they memories, lost ones, or found ones? Sur la base de la connaissance du... Je devais vous dire que Grada Quilombo est née en Angola, mais elle est venue au Portugal et elle a fait son enfance après le 25 avril, comme elle dit. Et donc, c'est toute cette histoire qui, même après le 25 avril, elle n'a pas appris à l'école. Et donc, elle va essayer avec ce travail avec les archives visuelles, elle va construire toute une interprétation et une interrogation des visages et des corps qui apparaissent dans le film et qui représentent une lutte qui a conduit à l'indépendance politique et à la libération et au 25 avril, bien sûr. Et le thème et les images de la proposition politique qu'il véhicule suscitent une empathie émotionnelle de la part de Grada Quilombo. On voit son corps est complètement surposé à ces images. Donc, d'une certaine façon, elle va acquérir cette histoire finalement et elle va finalement faire son acte de décolonisation, c'est-à-dire de se libérer de ses mémoires de l'école portugaise après le 25 avril, où elle était noire, où elle était d'une certaine façon l'autre. Et en d'autres termes, ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est comment elle devient un sujet politique d'une histoire alternative. C'est-à-dire, elle ne demande pas l'érasement de l'histoire du 25 avril des Portugais, mais elle veut ajouter quelque chose où elle peut être aussi portugaise. C'est ça qui est d'une certaine façon ici en cause. C'est une histoire plurielle du 25 avril et une histoire plurielle de la décolonisation. En fait, c'est à travers ces images et de la présence de son corps dans ces images qu'elle apprend soi-disant, un mot très beau qu'elle n'avait pas découvert, décolonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et une autre intervention, et je cours un peu sur cela, c'est des interventions qui sont faites dans un lieu très spécifique, c'est le Padrão dos Descobrimentos, qui est vraiment un monument de l'État nouveau pour une exhibition coloniale qui a eu lieu en 1940 et qui est restée dans le paysage de Belém. Et c'est bien sûr un espace de célébration des découvertes portugaises, etc., avec ces héros tous en pierre pour l'éternité. Et la proposition de Quiloange Wenda a été de faire un montage avec des corps noirs, des corps d'hommes noirs, ici dans le Padrão dos Descobrimentos, dans le sens inverse, c'est-à-dire aussi dans cette partie, d'une partie, c'est très ambigu parce que d'une partie, il se met dans l'histoire et d'autre partie, il montre l'autre sens des découvertes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est derrière les découvertes, tous ces corps noirs qui ont aussi fait partie de cette histoire et qui ne sont pas dans le récit national. Et finalement, en 2019, donc ça c'est tout très très récent, c'est 2010 ensuite. Cette installation performative, je ne sais pas très bien comment appeler, Graça, je m'excuse, mais tu vas m'aider un jour. C'est une performance du collectif Aurora Negra qui montre la souffrance. Si d'une façon, dans le Quiloange, on a l'affirmation de l'homme noir, de son histoire aussi, dans le Padrão dos Descobrimentos. Ici, on voit l'autre côté, le côté de la souffrance et le côté des femmes surtout. Et cette présence
qui est très importante, qu'elles sont dans le pavé, elles ne sont pas dans le monument. Et finalement, aujourd'hui, c'est aussi en exhibition dans le Padrão dos Descobrimentos, vous pouvez voir une exhibition qui s'appelle Álbuns de Família. C'est quelque chose de très salazariste, l'album de famille. C'est-à-dire, c'est l'histoire des afrodescendants, des familles métisses et noires au Portugal, qui ont pris toute cette structure d'album de famille, que c'est une curadurie de Philippe Vicente et d'Inocência Mata, pour montrer comment ça se passait dans les familles noires et métisses au Portugal. Et donc, ce sont des photos de famille. Bien sûr qu'ici, vous avez toute une autre installation avec les mobiles et tout ça, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est dans le Padrão, et c'est une exposition de corps noirs dans ce Padrão qui nous montre les Portugais noirs, et que, d'une certaine façon, justifie cette réclamation politique des Africains noirs portugais en 2020, quand ils descendent l'avenue de la Liberté à Lisbonne, se joignant aux célébrations du 25 avril de 1974 avec la banderole « Le 25 avril est né en Afrique ». Et c'est comme ça qu'ils affirment leur identité portugaise avec la contribution africaine de leurs prédécesseurs à la révolution du 25 avril. Ils nous obligent vraiment à établir le rapport entre la liberté acquise avec la fin de la dictature de 48 ans, la dictature fasciste, que la révolution a apportée au Portugal, et on doit voir l'autre côté, le sang de l'Afrique qu'elle contient, de la guerre coloniale, des mouvements de libération, et qui s'est, d'une certaine façon, conduit au 25 avril. Et c'est ainsi que ces jeunes Africains, ces jeunes Noirs portugais inscrivent la contemporanéité de leur citoyenneté portugaise dans la mémoire festive du 25 avril. Et finalement, comme on parle du 25 avril, une autre proposition de Dino Santiago, je sais qu'il va être ici, présent, je l'estime beaucoup. Je crois qu'il est vraiment quelqu'un d'important, soit au niveau musical, mais soit au niveau de la performance politique qu'il fait. Et alors, il va faire une petite performance de l'hymne de la Révolution, et vous pouvez voir comment il va le faire. Donc, ce message de Dino Santiago est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça montre que le 25 avril continue et ça montre que les Portugais, soit blancs, soit métis, soit noirs, inscrivent dans le 25 avril l'espoir, c'est-à-dire l'avenir, l'espoir. Et c'est ça que les hommes qui ont fait le 25 avril, d'une certaine façon, nous ont offert. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je termine avec cette image qui
pose la question pas simplement dans les frontières portugaises, mais dans les frontières européennes. C'est un travail d'Elujas de 2010 qui s'appelle Schengen, c'est-à-dire ces personnes, ces sujets, ces corps, ils sont des Européens? Ça, ce n'est pas une question simplement portugaise. Il faut un 25 avril en Europe, peut-être. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence très forte. C'est-à-dire que, justement, ce qui est remarquable, c'est que le salazarisme, les 48 ans de salazarisme, et ça a commencé avant, c'est la dissimulation des corps vrais, des corps vivants. Ce ne sont que des corps représentés pour une image mise en scène perpétuellement. Et ça c'est poussé à son maximum à différentes périodes que tu as ici très bien montrées. Normalement, vu de l'intérieur du Portugal, effectivement, on ne pense qu'à des corps blancs. Et puis, évidemment, avec la guerre coloniale, et puis voilà, tout ça va commencer à se mélanger, mais ce mélange, il n'est jamais accepté comme tel. C'est-à-dire que tu as bien parlé de l'usotropicalisme, c'est-à-dire que tout ça aussi s'est mis en scène depuis le début. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est la question de comment, dès l'enfance, cette formation-là, cette déformation-là, elle est faite par les manuels de l'école salazariste, au livro único, où il y a une catégorisation des corps. Et il y a aussi quelque chose qui est perpétuel, c'est la question de la propreté et de l'hygiène qui passe par l'effacement aussi du corps noir. Hein. Et l'idée que vraiment... António Ferro, qui était le secrétaire de la propagande nationale, il disait que não devia haver manchas na cultura portuguesa. Il le disait comme ça. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de taches. Et donc, cette idée, ce qui est sale, c'est le pauvre. Encore plus sale, c'est le noir. Et voilà, et là, il y a vraiment ce cadre-là. Et ce que je trouve très difficile, c'est, tu as bien souligné le fait que ce sont 48 ans et que cette déconstruction-là, au sens où Derrida l'a bien formulé, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas encore faite. Et on le voit bien, hein, on nous le dit tout cela. Alors, je ne sais pas si, moi, je me permets de retenir moi les choses qui me marquent. Moi, j'ai été 2 ans dans cette école-là au Portugal, quand même, et ça m'a marqué profondément cette idée, non seulement de l'effacement d'un corps réel qui vit et d'un corps qui vit avec les autres corps, c'est aussi ce sont des corps silencieux. On n'a pas non plus le droit à la parole, ou alors à une parole qui est codée tout le temps. Donc, en fait, c'est comme si, moi qui suis une femme de théâtre, c'est effectivement comme si tout le monde était tout le temps masqué, et comme s'il ne fallait pas dire autre chose que ce qui était attendu de ce pouvoir dictatorial. Donc, il n'y avait pas de dialogue possible, il n'y avait qu'une pensée univoque. Et même, ce que je trouve qui est très important, me semble-t-il, c'est que dans tout ça, on a l'impression que ces personnes-là, on ne questionne jamais ce qu'elles pensent vraiment, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre. Donc il n'y a pas non plus, c'est comme si on ne devait dire que ce qu'il y a attendu, et donc on n'a pas d'introspection possible. On ne peut pas penser profondément et remettre en question ni soi-même ni les autres. Donc c'est une espèce de négation d'une vie réelle, je crois. Je ne sais pas, je dis, mais peut-être après on demandera aussi au public, mais je ne sais pas, c'est un peu ce qui me survient là comme ça. Merci beaucoup pour les réflexions, ça m'aide beaucoup à repenser. Comme vous avez vu, c'est un laboratoire qui est ici, ce n'est pas encore une pensée. Et c'est pourquoi c'est très intéressant de le pouvoir présenter. Parce que, en fait, la question du salazarisme, elle est vivante.
Elle est très vivante, elle se transforme, bien sûr, mais elle est là. On peut essayer de penser comment elle se transforme, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est là, et la question du corps, et la question de l'espace, et la question de l'hiérarchie de la pauvreté que tu parles très bien, et de l'hiérarchie de la pauvreté en combinaison avec la question ethno-raciale, est très, très forte et très, très importante. Je ne crois pas que ça, c'est une question qui a une spécificité portugaise, bien sûr, mais c'est aussi une question européenne. C'est-à-dire, c'est un problème de notre sous-développement à cause de la dictature et c'est un problème du développement du Portugal européen. C'est ce mélange que je n'ai pas encore pensé, mais c'est vraiment ce mélange qu'on voit ici. Parce que d'une certaine façon, si on continuait cette idée, cette question de l'afro-européen, c'est une définition que séduit beaucoup les afrodescendants. Et je le comprends. Parce que si on voit la question de la nationalité tellement liée avec toutes ces questions de papier qui ne sont pas bien, etc., on commence à penser de quelque chose de post-national. Bien sûr qu'ils ne sont pas africains du continent, ils sont européens. Peut-être que ça, c'est plus confortable. C'est plus confortable que ça. D'autre part, je vois cette question du questionnement du salazarisme et de notre façon d'être en termes de corps très bien travaillée par ces Portugais d'origine africaine aux fils de personnes d'origine africaine. C'est-à-dire, ils nous obligent, ils vraiment nous obligent à repenser tout cela. Parce qu'en fait, l'expo a transformé le Portugal sur cela, parce que, d'une certaine façon, Lisbonne a commencé à vivre, particulièrement Lisbonne, a commencé à vivre avec une musique africaine. Et aujourd'hui, c'est absolument impensable pour un jeune Portugais de n'aller pas dans ces endroits. Et ce n'est pas une question de bourgeoisie que va voir les pauvres, un peu comme au Brésil, que c'est très moderne d'aller dans les favelas, voir les personnes, etc. Non, c'est vraiment une question d'affirmer son identité en tant que citoyen portugais, européen, et d'une certaine façon ethno-racialement neutre. C'est très intéressant ce qui se passe au niveau de la culture. Une autre chose, c'est au niveau de la politique et beaucoup de questions qui ont vu partout l'Europe. Mais je crois que c'est très, très significatif. Et ça, c'est quelque chose que je deviens triste parce que je suis un enfant du 25 avril. J'ai fait tellement de sessions et de manifestations avec ma mère. Je ne savais pas où j'étais exactement, mais j'ai une mémoire assez chouette de tout cela. Mais quand je vois la loi de 1976 dans la Constitution portugaise, la question de la nationalité, c'est épouvantable. C'est le salazarisme est là. Et ça, c'est épouvantable. Ça m'a vraiment étonnée. Ça m'a donné une compréhension beaucoup plus dense et aussi beaucoup plus tragique de la question du 25 avril, de la mythologie du 25 avril. La mythologie, c'est toujours le mytho, la mythologie, c'est toujours l'image de l'histoire, c'est pas l'histoire. Donc la découverte de cette question de la nationalité, de la privation de ces personnes de nationalité portugaise, ça m'a donné un peu l'idée de la mythologie de l'histoire du 25 avril. Et surtout, ça c'est terrible, mais c'est vrai, quand on pense que Salazar, en 1961, a donné la nationalité portugaise à tous les Indiens de Goa, Gamão e Dio, qui voulaient être portugais. Bien sûr que c'est une question de numéro aussi.
bien sûr. Mais c'est un geste politique. Et ça, c'est terrible au niveau de notre histoire. Je crois qu'il faut en réfléchir. Il faut travailler le 25 avril avec ces moments moins clairs, moins libertaires, c'est quelque chose que je crois que maintenant les afrodescendants nous appellent. Et ça, c'est très important au niveau politique. Je crois que c'est quelque chose de très important qui se passe maintenant au Portugal. Cette prise de parole, comme tu disais, la voix, et c'est dans la musique, c'est dans l'art visuel, etc., cette prise de parole de dire on est aussi des Portugais, mais quand même, on est différents. Le corps est la cible par excellence du pouvoir. Comment on peut sortir de la domestication du pouvoir? Quelque chose pour quelque chose pour toi, beaucoup plus. Pour toutes les deux. Ah, voilà. Non, mais vas-y. Non, je ne sais pas trop. Je voulais simplement ajouter quelque chose à ce que Graça a dit qui m'a sensibilisé beaucoup. Que c'est cette question, et ça, j'irai, Christine, c'est cette question de génération. C'est-à-dire, les parents de ces créateurs, par exemple, les parents le disaient toujours, attention, fais pas des bêtises. Il faut être normal, fais ce que les Portugais disent, attention à la langue, etc. etc. J'ai eu le privilège de travailler avec Lilian Thuram, d'ici, le grand footballiste, parce que je pense que le football est essentiel pour travailler cette question du racisme. Il m'a vraiment aidé et Philippe a bien traduit Lilian, il se rappelle. C'est une histoire qu'il parle toujours. Ma mère me disait d'être discret. Et en fait, il a commencé sa carrière footballistique au Fontainebleau des Portugais. Donc, il a commencé à être insulté en tant que noir, en tant que Portugais. C'est génial. Je trouve ça génial. Mais il disait toujours ça. Ma mère me disait, reste tranquille, etc. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette génération, qui prend la parole parce qu'ils ont déjà les instruments pour prendre la parole. Et c'est ça ce que je voulais dire à propos de ce que tu disais. Malgré tout, l'éducation a donné les instruments aux personnes pour élaborer sa situation. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui au Portugal avec ces personnes. Et surtout, il est très important aussi de voir qu'il n'y a pas une mythologie du retour pour cette génération. Ce n'est pas une question d'immigration. Ils sont portugais. Et donc, quand vous parlez de la question de la domestication, je ne crois pas que ça c'est un grand laboratoire à ce moment. Ce que je vois, ce que j'ai fait ici, c'est un laboratoire, mais c'est un grand laboratoire à ce moment. Je ne dis pas que ce soit d'une façon agressive, d'accord, au niveau des arts, etc. Mais il y a une agression juridique et policiale terrible, parce que les personnes sont victimes de violences policiales très grandes, comme ici, comme partout. Et c'est la question ethno-raciale qui est là. Donc, il y a toujours aussi une révolte. C'est pas très possible de faire une domestication. Je crois que le travail qu'une personne comme Dean Santiago fait, ou comme Lilian Thuram fait ici, avec la Fondation contre le racisme qu'il a, est un travail très, très important, exactement pour parler avec tout le monde, pour essayer de montrer comment ça se passe au niveau des communautés métisses, noires, etc., etc. Il y a un scandale maintenant au Portugal. On a fondé un observatoire du racisme. Et ils ont annoncé un cours de formation, c'est dans les journaux portugais maintenant, pour expliquer qu'est-ce que c'est le racisme,
au niveau juridique, au niveau social, etc., etc. Toutes les personnes sont blanches. Non, arrête ça, non? Parce qu'en fait, c'est pas possible. Mais je crois que ça, peut-être que c'est pas une provocation. C'est la manque de politisation des Portugais qui vient de la dictature. Je crois que dans un pays européen, soi-disant, peut-être comme la France ou comme l'Angleterre, ça ne se passera pas dû à la politisation des personnes. Je ne dis pas qu'ils sont innocents, mais c'est quand même incroyable que ça se passe. Un observateur du racisme avec des gens seulement blanches. Mais d'autre part, je regarde cette salle et je vois que nous sommes tous blanches aussi. Nous sommes tous blancs aussi. Sur la question de la domestication, ce qui est très... tu avais commencé avec la trilogie, parce que Salazar ne fonctionne que par trilogie, Deus, Pátria, Família, etc. Et là, c'est très bien, tu en avais bien mis les trois. Ce qui est très important, c'est que on parlait tout à l'heure du corps du chef aussi, toutes les deux, et c'est que Salazar, il a promu un corps mort, c'est-à-dire que là, on a eu la photo, mais peut-être certaines personnes qui étaient là ont vu pour la première fois Salazar en photo. Quand on parle de Salazar, même au Portugal, on le voit quand même. Mais hors frontières portugaises, lorsqu'on parle de Hitler ou de Mussolini, tout le monde les voit tout de suite, et il y a même un peu de stéréotypes. Il suffit de faire comme ça, et on sait que c'est Hitler. Et pour Salazar, qu'est-ce qu'on peut faire? Il était un homme de l'évitement. C'était pas justement tout l'État nouveau était fondé sur la non-confrontation, sur éviter l'affrontement. Tout était anticipé. La censure, elle était préventive. Donc il y a cette idée de la non-confrontation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'eux, ils vont à la confrontation. Et ça c'est complètement... Ils font tâche. Et tout à l'heure, je disais qu'ils n'ont vu match, et eux, ils font tâche, en fait. Donc, il y a ça, ils vont, comme se disait en portugais, je pourrais pas te ne posse. Donc, tout le monde est un peu éclaboussé par cela, donc ça dérange. Mais ce dérangement-là, il est accepté. Alors, il peut être bien vu culturellement, parfois, par des milieux un peu avancés, tout ça, un peu branchés. Voilà, on va... Puis mais... franchement, c'est difficile encore dans certains lieux au Portugal de pouvoir voir ça comme faisant partie du Portugal. Voilà. On a toujours l'idée que ce serait quelque chose d'extérieur. Et pour la domestication, comment sortir de ça? Il faut pouvoir défaire. Et moi, franchement, je pense à José Gil qui disait Portugal hoje o mês de existir. C'est vraiment, il parle de déréalisation pour les Portugais, l'incapacité de pouvoir se penser par eux-mêmes. Et donc, parce qu'on leur a enlevé, on les a rendus, on les a infantilisés. C'est vraiment l'infantilisation. Et donc, c'est tout ça. Et justement, pour pouvoir... essayer de ne plus être des marionnettes, en fait, eh ben, il faut pouvoir couper les fils, et c'est pas facile. C'est un processus. Je pense que c'est un processus qui est très long. On n'est qu'à 50 ans d'une pseudo-démocratie normalisée. Donc, c'est pas beaucoup. Et surtout, sachant d'où nous venions, puisque quand même, on n'a pas eu notre révolution, elle est de 74, elle n'est pas de 1789, quoi. J'aurais juste un petit commentaire sur le début de ta présentation, qui d'ailleurs a été très, très stimulante et très riche, mais très cartésienne aussi, en 3 parties. C'était très bien, très en accord avec l'endroit où nous sommes. Mais lorsque tu parlais de la guerre coloniale et de la représentation du corps dans la guerre coloniale, et cette idée de donner son corps pour la patrie, mais aussi le silence, je pensais à cette figure du combattant victime, mort en Afrique, portugais ou africain, mais surtout portugais, dont le corps reste en Afrique parce qu'on ne peut pas le rapatrier ou c'est difficile. Et il y a tout un silence, au moins dans la littérature, il y a un silence quant au retour des corps qui reviennent dans les mêmes navires que transportent les nouveaux combattants.
Et je pensais au livre de Paulo Faria, Estranha Guerra do Uso Comum, qui est d'ailleurs un livre qui est, je pense, très pertinent pour cette question du corps et de la question de comment donner un corps à un père absent, etc. Mais il y a une scène très intéressante dans laquelle il y a une situation de combat qui est décrite et son père qui est médecin, qui est en mission, qui est sur le terrain, sa compagnie perd un homme et le soldat meurt et son père, ou le protagoniste père du roman, pour ne pas laisser ce corps mort au milieu de la jungle, dit non, il est blessé et il appelle l'hélicoptère pour qu'il soit rapatrié, tout ça. Il y a toute une histoire pour moi, il y a tout un silence quant à l'absence justement de ces corps des morts qui ont donné leur vie pour la guerre coloniale et qui ne reviennent pas. Et on ne trouve pas autant de matérialisation comme on trouve peut-être en France quant à cette idée aux morts pour la France qu'on retrouve dans toutes les mairies de Paris en tout cas. Je voulais savoir si cette idée du corps absent de la victime pourrait s'encadrer dans ta réflexion sur le corps, en tout cas de la première partie coloniale. Merci. Merci Philippe, ça m'aiderait à penser. La question du corps absent et du corps du père absent, c'est une question très, très forte dans la littérature portugaise. Mais la question que tu demandes, elle est très complexe. L'image de l'ex-combattant est très complexe parce que, d'une part, il est une victime. Il est une victime d'un système qui est l'État nouveau et tout ça. Mais d'autre part, il est quelqu'un qui fait une guerre qui est terrible, qui ne reconnaissent pas l'autre, qui ne reconnaissent pas le territoire de l'autre, etc., etc. Donc c'est un personnage tragique. L'ex-combattant est un personnage tragique. La question que donc il est le bourreau quelquefois et il est la victime. Et on est là-dedans. Et c'est quelque chose qu'après le 25 avril, la question de qu'est-ce que s'est passé en Afrique, personne n'en voulait savoir. Ça, c'est la réalité. Personne n'en voulait savoir. La question de la restitution des corps, c'est une question familiale, silencieuse. Les corps arrivaient de l'outre-mer, payés par les familles, toujours dans la nuit, et toutes ces choses se passaient dans la nuit, au temps de la guerre coloniale. Et après, on voit que ça est une affaire, soi-disant, militaire aujourd'hui, de voir comment faire le repatriement. La Liga dos Combatentes fait ce travail d'exhumation des corps et revenir 40 ans après pour une mère qui est déjà morte. Enfin, c'est quelque chose de très, très épouvantable. Mais d'autre part, c'est une question importante pour les personnes. Une autre question, c'est la question militaire, à laquelle je suis très sensible, parce qu'il y a des hommes, exactement comme le père de Paulo Faria, qui ont perdu des hommes, comme il disait, et qui ont ce cauchemar toujours de les laisser sur le terrain, de n'être pas capable exactement de faire ça, d'appeler l'hélicoptère ou quelque chose comme ça pour avoir le corps. Et surtout pour une chose qui est de l'éthique militaire, de rendre le corps du fils à sa mère. Ce qui est terrible, ce n'est pas une question seulement de rendre le corps à la patrie, c'est de donner le corps à sa mère. Et si on analyse, et ça c'est un travail sinistre, si on analyse la question de Fatima, de la Notre-Dame de Fatima et tous les pèlerinages et la question coloniale, c'est incroyable ce qui se passe même aujourd'hui.
parce que les femmes portugaises ont fait des promesses, des vœux incroyables en ce qui concernait les enfants, leurs enfants. Et aujourd'hui, il y a des fils qui ne sont pas religieux et qui vont à Fatima parce qu'ils ont en héritage ce devoir de cette mère qui est plus capable d'y aller. Donc la question du corps, c'est une question de la patrie, etc., etc. Mais quand la patrie se transforme de cette façon, comme elle s'est transformée avec le 25 avril, au niveau politique, ça a disparu pendant beaucoup d'années. Mais pour les familles, c'est quelque chose d'incroyablement important et d'incroyablement triste, terrible, cette question. J'ai vu même ces questions de Liga dos Combatentes. Je suis associée, enfants honorés, etc., tous ces ex-combattants. Mais enfin, j'ai vu ça. Et c'est une question, une fois de plus, c'est le salazarisme. Parce que c'est faire l'affaire pas politique, mais familiale. C'est la restitution du corps, pas à la patrie, mais à la famille. À la famille, c'est aussi quelque chose de terrible. La question de la guerre coloniale, c'est une question très difficile pour les personnes parce qu'elle touche tout le monde, mais personne n'en parle. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup, Margarida, de nous avoir fait visiter cet espace d'officine de pensée. J'aimerais revenir sur la question du corps des combattants, notamment des combattants africains qui ont combattu du côté portugais et dont le statut reste encore aujourd'hui oublié dans une zone d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces corps-là ? Il y a déjà des travaux très intéressants. Notre collègue Fatima de Cruz Rodrigues a fait sa thèse de doctorat exactement sur les anciens combattants noirs dans l'armée portugaise. Ce sont beaucoup de fois les parents de ces gens-là. C'est très compliqué quelquefois aussi cet héritage familial d'un compromis tellement grand de ses parents avec le régime et d'autre part les enfants qui ont évolué politiquement. C'est le personnage le plus tragique de la guerre coloniale, bien sûr, parce que c'est quelqu'un sans lieu, sans place. Parce que d'une part, s'il est resté en Afrique, il est devenu le traître. S'il vient au Portugal, il est toujours l'autre. Il y a toujours cette idée de trahison qui persécute ces personnes. Et ce sont des existences terriblement complexes. Quelquefois, se sont aussi mélangés avec l'image, la figure de l'assimilé, c'est-à-dire de la personne qui est devenue noire, qui est devenue portugaise dans la rhétorique de l'État nouveau. Et là, c'est une figure très, très complexe parce que, en fait, ils attendaient arriver à Lisbonne et voir la métropole et voir une Lisbonne qui allait les accueillir. Et Lisbonne n'était pas là. Je crois que Lisbonne, dans cette image de Lisbonne, n'existe pas. Et je crois que le travail de Jamila Pereira de Almeida, dans Loin de Lisboa, Paraíso, elle aborde ce personnage de l'assimilé. Ce n'est pas un combattant, c'est un assimilé qui vient à Lisbonne en pensant qu'il était portugais, qu'il avait toutes les preuves pour dire qu'il était portugais. Et en fait, Lisbonne n'est pas là pour lui. Il est devenu un homme comme tous les Noirs en travaillant dans les chantiers.
c'est un personnage d'une certaine façon pour les Portugais, pour la communauté portugaise, que je trouve que c'est vraiment comme le Don Juan de Portugal de Frei Luís de Sousa. C'est-à-dire, il vient et il est personne. C'est un passé que vient, c'est comme le Don Juan de Portugal, c'est un passé que vient et que d'une certaine façon va provoquer un tremblement du présent et va d'une certaine façon être le fantôme, le grand fantôme. C'est-à-dire, même aujourd'hui, on peut demander ce Don Juan de Portugal noir, il est quelqu'un? Je crois que oui, bien sûr. Mais quand on mélange ça avec la guerre, ça devient quelque chose de très, très, très difficile. Très difficile, oui. Il y a un historien américain dans un livre qui s'appelle le Dustbin of History, c'est-à-dire la poubelle de l'histoire. Ce sont des réfugiés de l'histoire, si tu veux. Vraiment des réfugiés de l'histoire. C'est pas d'un territoire, c'est pas c'est de l'histoire, de cette histoire. Je crois qu'on a un peu ce problème ici en France avec les harkis. C'est un peu ça aussi. Bon. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou pas? Non? Si? Bon, voilà. Alors, c'est la toute dernière. Parce que... Merci beaucoup pour votre présentation et votre conférence. Elle m'a beaucoup intéressée. Après, je me posais la question, et vous avez abordé un petit peu le sujet sur l'éparpillement des corps, à droite, à gauche, aux États-Unis. On parle de l'immigration à l'époque où les gens étaient peu éduqués, en tout cas peu politisés. Et du coup, je m'interrogeais sur la place de ces corps ailleurs, mais qui ont vécu cette dictature, qui en sont partis, mais qui n'ont pas vécu le 25 avril. Et du coup, je m'interrogeais sur ce 25 avril, sur comment il était vécu par ces Portugais à droite, à gauche, mais qui n'a pas été vécu à Lisbonne avec la révolution des œillets, où ils n'ont pas forcément participé à la guerre coloniale. Peut-être même certains, j'ai comme ça des témoignages où ils sont partis travailler en Afrique, dans des hôtels, etc. Moi, j'ai comme ça des témoignages qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, c'était un petit peu où vous aviez parlé de cette fracture, cet éparpillement comme ça de la patrie et donc de ces corps qui ne font plus unité. Et du coup, justement, ce corps lié au territoire, voilà, lié à l'identité, voilà, je m'interrogeais un petit peu. Ça m'a donné à réfléchir sur cet aspect-là, quoi. En fait, je ne savais pas trop si vous en aviez, vous, pensé quelque chose. Est-ce que dans vos lectures, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis, ou est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez me conseiller? J'en sais rien. Voilà, je ne vais pas recommencer. Je ne sais pas très bien si j'ai compris la question. Vous parlez des personnes qui sont immigrées, soit disons des immigrés économiques, qui ont vécu le 25 avril sans guerre coloniale, sans le Portugal, c'est-à-dire ailleurs. De loin, oui, oui, oui. Oui, ce que je connais, c'est pas trop. Je ne connais pas trop ça. Je dois le dire au niveau des communautés immigrées qui étaient ici, etc. Je connais un peu ce qui se passait avec les exilés. Donc c'était différent parce que ce sont des gens qui ont une attitude politique de réjection, ou les déserteurs. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont une conscience politique et qui ont rejeté la guerre, qui ont rejeté la dictature et qui ont sorti. Ça, c'est une chose complètement différente. Ce que j'ai parlé avec l'exemple de João de Melo, c'est une chose qui est très spécifique des îles et des Açores et de Madeira. Parce qu'il faut aussi voir que dans le
récent, comment dire, le recrutement militaire, il y a une chose très curieuse, c'est que les personnes qui étaient des îles adjacentes, c'est-à-dire de Açores et Madeira, elles allaient pour la périphérie de l'Empire, c'est-à-dire pour Guinée-Bissau, où la guerre était très, très violente. Si vous voyez dans la littérature de guerre, il y a beaucoup de romans sur la Guinée-Bissau, sont toujours des gens des îles. Et alors, qu'est-ce qui se passait? C'est aussi un territoire de très forte immigration. Et ce que les personnes faisaient, parce qu'ils étaient là, dans le milieu de l'Atlantique, ce que les personnes faisaient, c'était sans conscience politique, envoyer les enfants aux États-Unis, etc., etc. Et une autre chose très curieuse aussi, beaucoup d'enfants qui sont nés garçons et qui ont un nom de fille. Seulement au 25 avril, ils ont été résistés en tant que garçons, exactement pour éviter le recrutement militaire. Enfin, ce sont les stratégies que les personnes sans conscience politique, sans beaucoup d'éducation et tout ça au niveau formel, utilisent exactement pour rejeter une chose qui est terrible, qui est mourir dans une guerre. D'accord. Alors, mais en ce qui concerne les communautés immigrées, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à propos de ça. Tu sais beaucoup mieux que moi. Merci. Oui, sur en fait, il y avait ce qu'on appelle la communauté immigrée. Il y a effectivement une partie de personnes qui sont... il y a des personnes qui sont des exilés politiques qui, eux, ont un discours, ont un positionnement. Mais le gros des troupes migrantes, c'était des immigrés économique, qui est très peu, là je parle de la fin des années 50 et toute la décennie de 60, ce sont des personnes souvent qui étaient peu alphabétisées, et c'était des personnes qui venaient ici, c'était des hommes, et qui venaient déjà ayant vécu beaucoup d'humiliation, et arrivant ici, ils étaient là vraiment pour gagner de l'argent le plus vite possible, pour pouvoir aussi ramener leur famille et puis voilà, avoir donné un peu une meilleure vie à leur famille. Et ils n'avaient pas le temps de penser politique. Moi, je me souviens que mon père, il est venu dans ces circonstances-là, mon père me disait « Je n'étais pas un homme, j'étais une bête ». Parce que je n'avais pas le temps, je ne pouvais même pas me laver le soir, parce que le lendemain, il fallait retravailler. Et je n'étais là que pour ça, je n'étais que des bras pour travailler. Et il y avait aussi une peur, c'était des personnes, beaucoup sont venus clandestinement. Donc être clandestin, c'est avoir peur tout le temps. Ne pas avoir de papier, c'est avoir peur tout le temps. Donc tout ça fait une fragilisation physique, mais mentale aussi. Et aussi une dépendance perpétuelle de la hiérarchie. Et puis, il ne faut pas oublier que le Portugal est un pays de délation. Donc, c'est des personnes qui arrivent ici, qui avaient peur. Mon père me dit que dans les chantiers, il y avait Lapide. Et que donc, ils avaient peur. Et on disait toujours, il ne fallait pas parler de ci, pas parler de ça, et surtout pas politique. Moi, je n'ai commencé à entendre le mot politique à la maison que le 26 avril 1974. Voilà. Donc, on ne m'a jamais parlé de quoi que ce soit chez moi. On n'a jamais dit, c'est Salazar. Voilà, il n'y avait pas ça. On n'en parlait pas. Toujours l'idée de ne pas parler, de ne pas dire. Et donc, évidemment, il y a ça. Après, bon, il y a eu aussi des mouvements. Enfin, maintenant, il y a aussi déjà des études, des historiens dont Christine tout à l'heure elle a parlé de Vitor Pereira et d'autres qui ont travaillé ça. Puis maintenant, moi, je suis très heureuse parce que en tant qu'universitaire, il y a énormément de jeunes chercheurs qui sont en train, et de jeunes chercheuses, parce que vous savez, c'est quand même que des hommes, beaucoup qu'on voit là aussi. Donc moi, je suis un peu là. Donc je suis très touchée par le fait qu'il y ait des regards différents, qui posent d'autres questions et qui utilisent aussi le pluridisciplinaire. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup dans le travail de Marguerite, c'est que c'est absolument une vision qui touche tous les arts, la littérature bien sûr, mais pas seulement tous les arts. Et ça, et toutes les disciplines. Ça a trait à la philosophie, à l'ethno, à la sociologie, et puis bien sûr à l'histoire de l'art. Mais c'est très très important de penser ça d'une façon
par couche, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est sédimenté. Et pour repartir dans le sous-sol de tout ça, pour refaire toutes ces couches-là, eh ben, il faut faire ce chemin-là. Je pense que je pense vraiment hein, que tu parlais de l'éducation, et je pense que la recherche, et surtout la jeune recherche, va apporter des choses. C'est ce que je pense. Parce que le bâtiment va fermer. Voilà. Je ne veux pas vous mettre à la porte, on pourrait rester là toute la nuit à les écouter. Merci encore, merci beaucoup. Et sachez que leurs livres sont dans la bibliothèque Gulbenkian si vous souhaitez consulter, emprunter. Voilà, merci à tous.